Messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir, et vous resterez avec nous pendant 1h30. Et le rendez-vous, lui, sera marqué par ces sujets. Rencontre au sommet entre le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, et les anciens chefs d'État, 3 présents sur les 6 annoncés pour apporter leur contribution à la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Quel regard sur cette dynamique enclenchée par le chef de l'État? Qu'a-t-elle suscité en définitive? 3 invités tout à l'heure sur ce plateau pour un décryptage. Maître Benouende Sankara, avocat des familles des victimes du coup d'État du 15 octobre 87 et président de l'UDR-MPS. Ablassé Ouedraogo, président de Le Faso Autrement. Abdoulaye Bari, journaliste et doctorant en sciences politiques. Et Yaya Zungrana, ancien député CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitation ont été rendus publics le vendredi dernier. Réalisés au cours de l'année 2019, ils renseignent pour les besoins statistiques de prise de décision et de planification. Qu'en retenir justement? Nous recevrons Laure Bayala, elle est directrice de la démographie, directrice technique du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Et enfin, sport. Comme il est de coutume dans ce JDS, les étalons d'âme ont fait match nul 2-2, c'était vendredi 8 juillet, face aux grues royales de l'Ouganda. Il fallait pour ces dernières à tout prix une victoire pour espérer continuer l'aventure. Claude Romba, depuis le Maroc, nous entretiendra sur cette première expérience, celle du Burkina Faso, à cette CAN féminine Maroc 2022. C'est donc l'essentiel pour ce qui est de ce JDS. La première des rubriques, c'est celle politique. Avant les échanges, un élément que nous allons vous proposer sur cette rencontre au sommet entre le président Paul-Henri Damiba et les anciens chefs d'État, ce qui s'est finalement donc tenu le vendredi donc dernier avec 3 présidents. Le sujet de fond annoncé, la recherche de solutions pour un Burkina Faso de paix et de cohésion. Et pourtant, que de polémiques autour, notamment avec la présence de l'ancien président Blaise Compaoré, suscitant moult controverses. Rappel avec Jean-Eudes Bambara, avant donc cet échange. Ce qui semblait être une rumeur s'est confirmé à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 6 juillet dernier. Une rencontre entre le président Damiba et les anciens chefs d'État est annoncée pour le vendredi 8 juillet. L'information est donnée par le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Une rencontre présentielle entre les différents anciens chefs d'État. Donc cette venue est très probable et même attendue par les anciens chefs d'État présents au Burkina Faso afin de pouvoir tenir cette rencontre de haut lieu. Les concernés sont les anciens présidents Jean-Baptiste Ouedraogo, Yacouba Isaac Zida, Michel Kafando, Rochmar Christian Kaboré et Blaise Compaoré. Comment cette rencontre va-t-elle se tenir? Blaise Compaoré, chassé du pouvoir suite à l'insurrection populaire de 2014, va-t-il effectuer le déplacement de Ouagadougou alors qu'il est condamné par la justice militaire dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et 12 autres? Les partisans du natif de Zignaré se mobilisent le jeudi 7 juillet à l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir l'ex-président Blaise Compaoré. De la base aérienne, il est héliporté à Kossiam pour la rencontre du lendemain. Même sans avoir vu leur mentor à l'aéroport, pour les manifestants, c'est déjà une satisfaction. Pendant ce temps, des voix se lèvent pour réclamer qu'il soit arrêté dès sa descente d'avion. Il s'agit notamment des avocats de la famille de Thomas Sankara qui attendent que la justice militaire et les autorités politiques s'exécutent pour faire respecter la décision de justice. Le vendredi 8 juillet, des militants du MPP se mobilise devant le domicile de l'ancien président Rochmar Christian Kaboré pour l'empêcher de participer à la rencontre des anciens chefs d'État avec le président Damiba. Pour les responsables du parti, les autorités ont manqué de manière dans la démarche et la réconciliation nationale ne saurait se faire en dehors du triptyque vérité, justice, réconciliation. La rencontre se tient finalement à 3 entre le président Damiba et les anciens chefs d'État Jean-Baptiste Ouedraogo et Blaise Compaoré. Les grands absents sont les anciens
anciens présidents Yacouba Isaac Zida, Michel Kafando et Roch-Marc Christian Kaboré. Dans la soirée du vendredi 8 juillet, l'ancien président Kaboré fait un point de presse et explique la raison de son absence liée à la manifestation des militants de son parti. En conférence de presse dans la même soirée, les avocats de la famille Sankara ont dénoncé ce qu'ils qualifient de remise en cause de la démocratie qui suppose la séparation des pouvoirs. Ils parlent de violation de l'exécutif dans le judiciaire, donc de parjure, puisque l'ancien président Blaise Compaoré, condamné à perpétuité, rejoindra la Côte d'Ivoire sans être inquiété. Nous l'annoncions donc juste avant le reportage, un échange sur ce plateau, justement sur ce qui a été balisé avec ce reportage-là et posé donc en termes de thématiques. Je suis sur ce plateau avec Ablassé Ouedraogo, le président de Le Faso Autrement. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Merci d'être là avec nous. Deuxième personnage que je présente sur ce plateau, c'est Abdoulaye Bari, journaliste et doctorant en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Merci d'être là. Et nous avons aussi Maître Benewende Sankara, je le disais, avocat des familles des victimes du coup d'État de 87 et président de l'Union MPS. Bonsoir. Bonsoir M. Vara, bonsoir tout le monde. Et on a Yaya Zoungrana, ancien député CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir. Bonsoir Vara, bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs. On a eu ce reportage tout à l'heure qui faisait un peu le rappel de cette semaine-là. Certains diraient un peu folle. D'abord de par la rumeur et puis de par la confirmation de ce qu'il y aurait à cette rencontre-là. Pour certains, c'est venu de façon un peu inattendue. Moi, la première question, qu'est-ce que vous pensez de la démarche qui a été initiée par le président d'Amiba et puis évidemment la méthode. Comme j'ai commencé la présentation par Dr Ablassé Ouedraogo, je vais commencer par vous. Bien, il faut situer le contexte. Le Burkina Faso est dans une situation où son existence même est mise en cause. Cette initiative du président d'Amiba, à mon sens, est à saluer. Et nous la félicitons, cette initiative, tout simplement parce que Damiba a pour ambition de se réunir, de se concerter avec ses prédécesseurs pour trouver des solutions aux défis auxquels notre pays est actuellement confronté. Et il n'y a pas de secret, il faut trouver une solution pour arrêter l'insécurité. Notre territoire est aux 2/3 déjà sous le contrôle des terroristes. Et s'il n'y a pas de territoire, on ne peut parler de rien. C'est pour cela que nous disons, Burkinabé, mettons-nous ensemble, serrons-nous les coudes, restons derrière la transition pour en faire un succès. Et le plus tôt le succès est réalisé, le mieux sera pour le Burkina Faso. Parce qu'à cette allure, c'est le Burkina Faso qui va disparaître. Et si le Burkina Faso disparaît, on ne peut pas parler de gouvernement, on ne peut pas parler de parlement, on ne peut pas parler de justice, on ne peut parler de rien. Donc, mettons la nation au-dessus de toutes les considérations et travaillons à sauvegarder le territoire national du Burkina Faso. Maître Benewende, la même question, la dynamique a été enclenchée et la méthode. D'abord, je vous dis merci pour l'aimable invitation. Je voudrais avant tout propos avoir une pensée pour le monde musulman qui vient donc de fêter la Tabaski. Avoir aussi une pensée pieuse pour les victimes de Barsalvo. Parce que pendant que nous assistions à ce que j'appelle une tragicomédie orchestré par le lieutenant d'Amiba. Lieutenant-colonel, tu sais, je ne connais pas les grades des militaires, mais ce qui est sûr, il y a le mot colonel dedans. Donc, par le président d'Amiba, cette tragicomédie a voulu qu'on présente à la face du monde des anciens chefs d'État qui malheureusement ont été à la risée de l'opinion. La preuve, c'est que l'ensemble des médias s'accordent à dire que ça a été pour un rendez-vous, un rendez-vous manqué.
La méthode, vous m'avez posé la question tout à l'heure, je crois que certains l'ont qualifié de cavalière, pour la simple raison que la question de la réconciliation n'est pas nouveau. C'est un sujet qui remonte. M. Blaise Compaoré lui-même s'y a essayé en 2001 avec la Journée nationale de pardon. Malheureusement, les pigeons n'ont pas volé. Et cette fois-ci, on revient en réalité sur un dossier qui était déjà ficelé par le gouvernement de M. Roch-Marc Christian Kaboré. La preuve, c'est que le ministre d'État, M. Yoro Boli, lui-même reprend à son compte les travaux de Ashkroun ainsi que la feuille de route qui avait été déclinée par le ministre d'État Zéphirin Diabré. Donc vous comprenez que quand nous disons que ce coup d'État c'est un gâchis, c'est parce qu'en réalité la junte militaire n'a aucune feuille de route, mais veut faire du spectacle, malheureusement, en utilisant des personnalités qui ne méritent pas cela. D'accord. Donc toujours cette initiative qui a permis quand même à l'ancien président Blaise Compaoré de fouler le sol burkinabé pour une première fois. Et Yaya Zoungana, les réactions? Merci, vous avez posé la question sur la démarche. Je pense que certains oublient leur propre déclaration après l'avènement du MPSR. Nous savons tous que la majorité des partis politiques, même ceux de la majorité, ont applaudi parce qu'ils espéraient qu'effectivement la dynamique de délitement de notre pays allait trouver une solution. Et cet espoir-là a été transcrit dans les diverses déclarations, aussi bien des partis de la majorité que les partis de l'opposition de l'époque. Donc cela étant dit, la dynamique impulsée par le MPSR à travers le président Damiba, depuis la date du 21 juin 2022, date à laquelle il a rencontré les deux présidents, Roch-Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouédraogo, cette dynamique, c'était une dynamique connue des deux anciens présidents qui ont participé à cette rencontre. La preuve, c'est que dès le lendemain, le président Jean-Baptiste a pris son avion et il est allé à Abidjan. Et vous, les journalistes, on a lu tous les commentaires, les suppositions et supputations. Alors, quand on n'est pas d'accord, on dit non. Quand on est d'accord, on dit oui. Surtout quand on est invité quelque part, si on n'est pas d'accord, on dit non. Donc, pour nous, observateurs de la scène politique, la dynamique était de rassembler l'ensemble des anciens chefs d'État. Et pour nous, militants du CDP, ça a été une très grande joie que le président Blaise Compaoré, après 8 ans d'exil en Côte d'Ivoire, revienne pour participer à l'œuvre de sauvegarde du territoire national. Et cela, il l'avait proposé même dès 2019, à travers 2 courriers au président Roch-Marc Christian Kaboré qui sont restés sans réponse. Donc l'invitation de Damiba était une bonne occasion pour lui de venir transcrire ce qu'il... Je prends l'exemple, le Burkina Faso est aujourd'hui un grand malade autour duquel le président Damiba a convié les anciens médecins pour que chacun vienne dire quelle a été sa prescription et qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le malade soit dans cet état. Je pense que cette image de grand malade, si quelqu'un se désolidarise de cette dynamique, cette personne-là pourrait être poursuivie pour non-assistance à personne en danger, à pays en danger, etc. Je pense que la forme est commandée par l'urgence du moment. La méthode, disons, est commandée par l'urgence du moment. Vous savez que la transition a été ramenée à 24 mois, ce n'est plus 36. Et donc, à partir du moment où c'est
la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, qui est la priorité de la transition, il va de soi qu'il faut aussi, j'allais dire, réduire les temps. Je rappelle que la CODER et même l'opposition politique sous Zéphirin Diabré à l'époque, en février 2017, et la CODER le 13 février 2018, ont fait des propositions très pertinentes qui n'ont jamais reçu l'approbation du président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors que Damiba vienne aujourd'hui et qu'on dise qu'il se précipite, alors là, allez-y comprendre quelque chose. Je termine le tour de table par Barry. Abdoulaye. La question c'était la démarche et la méthode. Enfin, j'ai mal pour le Burkina de voir cette grande nation livrée en spectacle devant la planète entière. Pour des intérêts personnels, la République a été humiliée. Blaise Compaoré même a été humilié pour la deuxième fois. À mon avis, ceux qui aiment Blaise Compaoré, ils doivent savoir qu'ils ne méritent pas cette humiliation. Mais c'est dommage. Parce que nous en sommes là aujourd'hui, parce que la bataille pendant longtemps a consisté à défendre des intérêts personnels. Où aujourd'hui c'est Tchou, demain c'est Tcha. Posons-nous des vraies questions sur ce qui est arrivé. Les Burkinabés sont-ils opposés à la réconciliation? Absolument pas. Les Burkinabés sont-ils opposés à un retour de Blaise Compaoré au Burkina? Absolument pas. Peut-on donc aujourd'hui bafouer les lois de la République qui sont le choc de la République au nom d'une prétendue nécessité de construire la nation? Situons les choses dans leur contexte. Roch Kaboré a été élu par son peuple. Légitimité et légalité. Il n'a pas pu gérer la question sécuritaire. Les militaires sont arrivés au pouvoir le 24 janvier pour le balayer parce qu'il était incapable d'assurer aux Burkinabés la sécurité. Très bien. Les Burkinabés ont pris acte. À cette date, la priorité de la junte au pouvoir, c'était de libérer les territoires occupés, travailler au retour des 2 millions de déplacés internes, mettre en place un plan de soutien à leur installation et engager les vraies réformes pour la refondation de la République, de telle sorte que des politiciens ne viennent plus prendre la République en otage encore. Est-ce que la priorité du MPSR, c'était la réconciliation? Si c'était la réconciliation, Roch Kaboré avait le meilleur plan. Il faut le remettre à sa place. Il engage la réconciliation et on résout la question sécuritaire. Pourquoi Roch avait le meilleur plan? Des discussions avaient été engagées avec Blaise Compaoré pour son retour. Et je vous informe, il y a 120 millions du trésor public qui ont été injectés dans le logement de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Et lorsque le MPSR est venu, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont juste reconduit les mêmes formules. Mais comment aujourd'hui Blaise Compaoré est condamné à la perpétuité? Ce n'est pas une peine de 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire c'est la peine la plus diffamante en droit. Comment il peut être invité? Blaise Compaoré, lui, hier, qui était donc un citoyen ivoirien, et à ce titre ne peut pas être extradé à la justice burkinabé, il peut venir aujourd'hui avec un avion présidentiel de la République ivoirienne pendant qu'il est condamné à la perpétuité et on veut me dire qu'il faut mettre la nation au-dessus. Qu'est-ce qui fonde la nation? Qu'est-ce qui fonde la République? Ce sont les lois. Et pour l'instant, on a violé les lois de la République. Si aujourd'hui il est nécessaire et indispensable pour l'ensemble du Burkina d'aller à la réconciliation, c'est parce que les lois de la République n'ont pas été respectées. Donc il ne faut pas encore les violer. Pourquoi? Il y a des gens qui ont commis du tort à certains Burkinabés en tuant leur mari. Des Burkinabés, voyez-vous, il ne faut pas qu'on nous réécrive l'histoire du Burkina. Le Burkina est un pays qui a connu une violence politique extrême. Et la violence politique a un visage. C'est celui de Blaise Compaoré. La violence en politique a un nom, c'est Blaise Compaoré. Que des tribunaux l'aient condamné ou pas,
sa responsabilité politique et morale ne saurait être désengagée. Je suis désolé. On est d'accord que Blaise Compaoré doit revenir au Burkina Faso au nom de la réconciliation, mais pas de cette façon cavalière qui ne rend ni service à Blaise Compaoré lui-même, ni hommage à ceux qui le font venir, ni respect à la République elle-même. Moi, je vais revenir vers Maître Benoué Sankara. Tout à l'heure, quand nous écoutions Yaya Zoungrana, il disait que ce n'est pas possible qu'on soit dans une dynamique de non-assistance à pays en danger. Parce que aujourd'hui, il faut se réunir autour d'une cause commune, c'est sauver le Burkina Faso. On vous a entendu dans la dynamique dire qu'il y a un problème avec Blaise Compaoré. Mais est-ce qu'il y a un problème avec la démarche aussi? D'abord, c'était aussi devant l'ancien président, Roch Kaboré, certains de l'ancienne majorité présidentielle. D'abord, je fais observer que M. Yaya Zoungrana, ancien député, est là au titre du CDP. Et je me demande si c'est le futuriste ou l'historique. Mais là n'est pas la question. La question fondamentale par rapport à votre préoccupation, c'est M. Blaise Compaoré au centre d'une problématique de réconciliation. Je crois, de mon humble avis, que la personne de M. Blaise Compaoré ne devrait pas faire l'objet de stigmatisation. Nous parlons du Burkina Faso en tant que pays. Nous parlons du Burkina Faso qui aspire à être une nation démocratique, libre, pour pouvoir se construire un avenir. Et je m'empresse de dire que seule une nation d'un peuple de moutons mettra la justice sous boisseau. Sinon, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de nation. S'il n'y a pas la justice, il n'y a pas une vie en communauté, pour ne même pas parler d'État ou de nation. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs, quand vous interrogez l'histoire et qu'on parle des rois, je ne parle même pas des États constitués normativement, le roi est incarné par la justice, le fait de pouvoir être juste. Cela est extrêmement important. Et quand on évolue vers un État dit de droit, qui a une constitution, et personne n'a obligé, par exemple, le président Damiba à prêter serment sur la constitution. Quand il a fait son coup d'État avec les armes, il aurait pu régner par les armes. Et comme dirait l'autre, pourvu qu'on me craigne, tant pis pour qu'on me haïsse, pourvu qu'on me craigne. Mais nous ne sommes pas à ce stade, puisqu'il a renoué la Constitution. Et quand on rétablit la Constitution, on a rétabli toute la légalité. Et la légalité au Burkina Faso, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, qui d'ailleurs, au Burkina Faso, fait la fierté des Burkinabés, parce que depuis 2014, nous avons eu ce qu'on appelle le pacte sur le renouveau de la justice, qui fait que le chef de l'État n'est même pas le président du CSM. Il ne peut pas présider le Conseil supérieur de la magistrature. Tellement les magistrats sont jaloux de leur indépendance. Donc, une décision de justice, ce n'est pas un torchon. Et d'ailleurs, nous, avocats, nous avons rencontré le parquet militaire pour chercher à comprendre comment se fait-il qu'il y ait un mandat qui ait été rendu en instruction le 6 avril. Quand le juge militaire rendait sa décision, il a pris le soin, dans le verdict, de confirmer ce mandat. Et nous apprenons que le citoyen, je parle donc du citoyen, Blaise Compaoré, vient au Burkina Faso. Est-ce que le parquet va prendre toutes les dispositions pour exécuter le mandat? La réponse du ministère public militaire a été de dire: nous sommes dans la même logique que vous. Force doit rester à la loi. Voilà ce que le parquet militaire nous a dit. Force doit rester à la loi. Mais nous n'avons pas été saisis.
nous avons demandé, mais comment le mandat va s'exécuter? Il nous a été dit, le mandat a été transmis à la force publique pour que force reste à la loi. Monsieur Val, je ne sais pas si vous comprenez, quand on parle d'un état de droit, de tous ceux qui sont en train de faire de la gymnastique pour expliquer que la réconciliation peut se mettre au-dessus de tout, je dis non. On ne peut pas forcer quelqu'un à se réconcilier. C'est pas parce que on a parlé tout à l'heure de médecins, je précise, de pédiatres, de vieux pédiatres qui voudraient soigner, c'est pas moi, des gens qui ont plus de 110 ans, allez-y comprendre. Si ici le diagnostic sera bien à propos. Bon, alors, parce que on va pas aller jusque-là. Mais je suis au sérieux. Je suis au sérieux parce que quelqu'un a dit que c'est le Burkina Faso qui est malade. Les attaques personnelles. Là, non, je n'attaque personne. Ah ouais, des pédiatres de 70 ans. Non, un pédiatre ne soigne pas un vieux de 70 ans. Ça au moins, je suis juriste, mais le B.A.B.A. en médecine, le pédiatre, il soigne les enfants. Bon, on va revenir. Si le Burkina Faso est malade, moi je pense que le diagnostic qui a été posé devrait nécessairement nous amener à trouver des remèdes appropriés. On l'aura compris. Et la réconciliation, pour moi, la vérité, la justice, la réconciliation, on se pardonne là, ça c'est inhérent à la dignité même et à l'intégrité du Burkinabé, quel que soit son bord politique. D'accord. Vous allez réagir tout à l'heure, mais avant, moi je vais revenir vers le Dr Ablassé. Beth l'a dit, est-ce qu'il pose problème? On a l'impression que c'est la question Blaise Compaoré. Pour vous, c'est comme un genre de nœud gordien. Vous étiez à l'aise, vous avez participé à ce qui a fait que Blaise est parti. Vous êtes quand même allé à Abidjan le rencontrer. Plusieurs fois. Voilà. Donc, ce n'est pas une question qui vous dérange autant. Non, absolument pas. Vous savez. Mais ça dérange beaucoup de Burkinabés tout de même. Ce qui me fait sourire sur ce plateau-là, c'est la mauvaise foi des uns et des autres. Vous savez, le Burkina Faso est dans une situation critique. Ne nous voilons pas la face. Et quand on dit qu'il faut mettre la justice avant la nation, non, soyons sérieux. Quand on parle d'état de droit, il faut d'abord avoir l'état avant de mettre le droit dedans. Quand on parle de justice, la justice, c'est pour qui? C'est pas pour les hommes, non? Sans la nation, est-ce que vous avez les hommes dedans? Donc tout ce allez dans l'Est. Non, attends, allez dans l'Est, allez au Sahel. Ce ne sont pas des palais de justice qui sont fermés. Non, je pense qu'il faut aimer ce pays-là. Il faut raisonner en patriote. Et j'ai dit encore une fois, personne n'est pour l'impunité. Et nous disons encore une fois, soyons sérieux. Au début de l'émission, mon voisin de gauche a une pensée pour ce qui se passe à Barsalgo. Mais le Burkina Faso est en train de disparaître comme une peau de chagrin. Soyons-en conscients. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est récupérer notre territoire. Et j'ai dit, Paul-Henri Sandaogo Damiba a bien fait. Il faut essayer de rassembler les Burkinabés. Il faut mettre tout le monde sur la même direction. Et vous savez, quand vous avez tous ces leaders qui ont géré le Burkina Faso assis ensemble, ça veut dire quelque chose. C'est symbolique. Et c'est grâce à ça que le Burkina va se relever. Pour la réconciliation, je suis désolé, maître. Je suis désolé. S'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu que la réconciliation ait lieu ici au Burkina, c'est bien Roch-Marc Christian Kaboré. Nous lui avons remis un rapport. C'est pas votre CODER qui va imposer la réconciliation. Mais je pense que c'est la docteur, vous allez réagir. Maître, on vous a laissé parler. Écoutez et vous réagirez. Je crois qu'on va le laisser terminer. Non. On réagira après. Non, respectons-nous. Respectons-nous là. On va laisser et l'absence de Roch-Marc Christian Kaboré à la réunion il y a 2 jours là, ça témoigne clairement que, encore une fois, il a raté l'occasion de montrer au peuple qu'il peut être utile au Burkina Faso. Comme vous êtes là, la veille, au soir, vous dites que vous allez venir. Le lendemain, vous dites, il y a des gens qui m'empêchent d'y aller. Le Burkina là, un homme d'État qui ne peut pas parler à ses partisans pour leur dire, il y a une cause noble à défendre. Laissez-moi aller. Et en fait, de tous les 6 chefs d'État, c'est son absence qui fait qu'on a l'impression qu'il y a eu échec. Il n'y a pas eu échec. Merci. Le président Damiba a dit, nous avons démarré le processus
nous allons continuer en bilatéral. Et il a même dit, il espère que Roch ne s'écartera pas de la démarche, ce qui est très important. Merci. D'accord, Yaz Gounana, vous vouliez réagir tout à l'heure. Oui, je vais réagir parce que je pense que nos hommes politiques, ceux qui se considèrent comme étant des leaders politiques, doivent s'inspirer de notre culture. Vous entendez souvent pour faire rire, que dans un village, à un enterrement, quelqu'un a dit « Laissez l'enterrement et occupez-vous de ce qui est plus urgent ». Tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui est le plus urgent. C'est la case du chef qui venait de prendre feu. L'enterrement peut attendre. On reviendra enterrer après. Mais en attendant, tout le monde court pour éteindre le feu. Cette image résume la situation du Burkina Faso. Et effectivement, comme l'a dit Ablassé, la réunion du 8 n'a pas été un échec. La preuve, les deux absents qui sont justifiés, Kafando et Zida, je m'en remets au communiqué officiel. Donc on peut considérer qu'il y a 5 chefs d'État qui sont dans cette dynamique. Le 8 matin, qu'on dit que des militants ont empêché l'ancien président Roch de quitter sa maison. Moi je pose la question de savoir. On a convié les anciens chefs d'État. Roch est-il ancien chef d'État du peuple burkinabé ou ancien chef d'État des militants MPP et du balai citoyen? La question mérite d'être posée. Il est parti à Zignaré, son dernier meeting. Il a promis aux populations de Zignaré, si vous m'élisez, 6 mois après Blaise Compaoré rentre ici. Ces électeurs de Zignaré l'ont élu. Il y avait dedans des militants MPP, des militants de Faso Autrement, des militants CDP, des militants d'autres partis qui ont cru en son programme et qui l'ont élu. Est-ce au nom de ceux-là qu'il est ancien chef d'État ou bien c'est au nom des militants MPP et du balai citoyen? La question mérite d'être posée par les journalistes. C'est vrai aussi qu'on le dit comme ça, oui. Mais moi j'ai dit, c'est la première question, démarche et méthode. Oui. Quand vous regardez, vous parlez du cas Roch Kaboré, il n'y a pas si longtemps, ce qui était à l'ordre du jour, c'était qu'on l'élargisse parce qu'il n'était pas libre de ses mouvements. Est-ce qu'il y a une sincérité aussi dans la démarche? À peine quelques jours après, on dit que vous êtes convoqué un vendredi. Son parti a confirmé qu'il a été élargi. Il y a eu un communiqué officiel du MPP. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que vous doutez qu'il ait été élargi? S'il n'avait pas été élargi, pensez-vous que ces militants et ces manifestants auraient pu avoir accès à son domicile? Si lui-même était sorti, calmer ses militants et dire laissez-moi, je vais aller, même si j'y vais et que je dis que je ne suis pas d'accord, laissez-moi y aller. La sécurité aurait assuré son départ de son domicile jusqu'au palais de Kosiam. Mais il n'a manifesté aucune bonne volonté d'aller s'associer à ses pairs pour aller de l'avant dans cette œuvre de recherche de la réconciliation nationale. Barry, vous qui êtes le seul non politique, ici, je parle de ceux qui sont acteurs dans des partis. Le Burkina Faso est-il face à une crise d'une immensité sans précédent dans son histoire parce que Roch Kaboré et Blaise Compaoré ne se parlent pas, parce que les anciens chefs d'État burkinabés ne se parlent pas? Est-ce que c'est pour ça qu'on est en train le pays est en train de sombrer? Si tel est le cas, il faut les arrêter eux tous, parce qu'ils sont donc à l'origine de notre drame. Mais notre drame va au-delà de ça. Et il y a une question que je me pose. Roch Kaboré a été renversé parce qu'on a estimé qu'il n'était pas la solution. Si vous estimez qu'il n'est pas la solution, pourquoi lui demander des conseils aujourd'hui? La situation est grave. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce n'est pas parce que Blaise Compaoré, Roch Kaboré et les autres vont se parler que la crise burkinabé va trouver. Non, ce n'est pas ça la réalité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi la priorité pour le Burkina? C'est quoi la priorité pour les Burkinabés où on a 2 millions d'âmes en errance abandonnées à leur sort? C'est quoi la priorité? À mon avis, la priorité des priorités, elle est sécuritaire. Il faut mettre l'armée dans des conditions pour libérer le pays. Renforcer les capacités opérationnelles de l'armée pour libérer le pays. Ensuite,
à mon avis, si on veut que les Burkinabés participent donc à l'œuvre de libération de leur pays, il faut convoquer l'ensemble des forces vives de la nation pour qu'elles puissent participer donc à la résolution de la crise par les manières, chacun en sa manière. Mais on ne peut pas aujourd'hui brader le projet de réconciliation qui, à mon avis, est une bonne chose comme ça, et qui se trouve des hommes encore pour nous dire c'est une bonne chose, il n'a pas très bien fait, puisque l'objectif finalement n'est pas atteint. Je ne doute pas de la bonne foi du lieutenant-colonel Damiba. J'atteste peut-être même de sa bonne foi. Mais en politique, la bonne foi ne suffit pas, malheureusement. En politique, il y a des schémas, il y a des approches. Ce qui peut marcher en Côte d'Ivoire ne marche pas forcément au Burkina Faso. La preuve, Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison dans son pays. On l'a ramené, il est libre, il fait la politique. On a un pays qui s'appelle le Burkina, qui a une tradition de lutte, qui est un pays qui est attaché à certains principes, qui ne peut pas accepter certaines choses. Parce que ça ne sert à rien de s'entêter dans un projet politique pour ne pas atteindre l'objectif. Il faut que les Burkinabés arrivent à se regarder en face. On a un pays qui a une histoire de violence politique. Il y a des Burkinabés qui ont souffert dans leur âme. Aujourd'hui, il n'est pas question de ne pas se réconcilier. La réconciliation est une très bonne chose. Le retour de Blaise Compaoré est une très bonne chose parce que, quoi qu'on dise, il a été président du Faso pendant 27 ans. Il incarne donc la plus importante institution de la République. À mon avis, on ne peut pas venir livrer Blaise Compaoré à la vindicte populaire. Son retour doit être dans un cadre consensuel où des gens ne sortent pas pour l'humilier pour une deuxième fois. Mon grand frère Ablassé Ouedraogo a parfaitement raison. C'est la question de la bonne foi. C'est la question des intérêts personnels. Et malheureusement, face aux intérêts personnels, le Burkina vient en dernière position. La souffrance des Burkinabés qui sont en train de perdre leur propre pays aujourd'hui vient en dernière position. Il ne suffit pas de rassembler des anciens chefs d'État pour trouver une réponse adéquate à la problématique sécuritaire. Il faut bien plus que ça. Il faut redonner à notre armée sa fierté, redonner au peuple sa dignité, en les engageant dans une dynamique de libération nationale, en incluant tous les Burkinabés de tous les bords en termes de contribution à la résolution de la crise. Ce n'est pas la réconciliation entre Roch Kaboré et Blaise Compaoré qui va résoudre finalement la crise. Il faut bien aller au-delà. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi des clivages qui sont des symboles. Quand on parle de Roch Kaboré, on parle de Blaise Compaoré, on parle de Yacouba Isaac Zida et tout ça, c'est des symboles. Et la rencontre aussi était un genre de symbole. Moi, je vais revenir à Yaya Zougouramena qui depuis vu réagir à plusieurs propos depuis Maître Bénédicte Sankara jusqu'à maintenant. Mais au fond, moi j'ai écouté, je vais m'arrêter à cet avis de Abdoulaye Bari. Il dit on a humilié encore une fois Blaise Compaoré. Beaucoup le partagent aussi. Je levais le doigt parce que j'avais à la bouche le même mot que vous, mais symbolique. C'est pour dire à mon jeune frère que dans la gestion du pouvoir, il y a la symbolique des choses. Et c'est très important. Donner un signal fort. Cette rencontre-là est un signal fort pour déclencher le processus de réconciliation nationale. La gestion du pouvoir, je n'y ai pas participé comme les deux qui sont en face, mais je me dis que ce n'est pas des actions à poser en série. C'est des actions à poser en parallèle. Pendant que le président Damiba s'activait à organiser cette rencontre du 8 juillet, mais il faut savoir que sur le front de la lutte antiterroriste, des actions aussi sont posées. Je lisais ce matin le rassemblement des 273 rappelés des retraités, militaires retraités de 2019, 20 et 21, devant le chef d'état-major général des armées et le ministre de la Défense, auxquels on donnait des instructions et une clarification sur leur mission. C'est des actions qui sont posées. Et pendant ce temps, sur le front sécuritaire, des actions sont posées. Sur le plan de l'humanitaire aussi, des actions sont posées, des actions plurielles. On ne peut pas dire on va mettre tout le reste sous boisseau, régler d'abord le problème sécuritaire et ensuite on verra pour la réconciliation nationale. Non. Et c'est un processus. J'ai dit que ce processus est comme un train qui a démarré. Et je crois que les uns et les autres, ceux qui y sont conviés, ont intérêt
à prendre le train avant qu'il démarre. Moi, je veux maintenant permettre à Maître Benemone Sankara de réagir parce que lorsque cela se passait, d'abord un peu avant, donc il y avait l'annonce qu'il y aurait cette rencontre avec la participation de l'ancien président Blaise Compaoré. Tout de suite, certains sont sortis. Et même le jour, je pense qu'il y a eu une sortie des avocats dont vous faites partie. Mais je prends un exemple, je ne suis pas puriste du droit. Je prends le cas de 2015. Il y avait un ancien président qui était c'était Béchi, je crois, qui était sous mandat d'arrêt international. Dans ce compte, lui, il va participer au 25e sommet c'était en Afrique du Sud. De l'UA. Il est invité par le président d'alors, et donc tout le monde se pose la question de savoir est-ce que lorsqu'il viendra, il y aurait un problème. Il arrive, je pense qu'il y a une ONG qui porte plainte, et il y a une décision de justice qui sort pour le bloquer jusqu'au lendemain. Vous, c'est vrai que vous êtes arrêté à seulement des dénonciations par point de presse. Y avait-il une autre action possible? Ok. Alors, c'est très simple. C'est ça, moi, j'appelle la dupérie. Et je pèse mes mots. On a rusé avec le peuple. Tout s'est joué à partir du mercredi, de façon officielle. Et c'est l'élément que vous venez de présenter. Le porte-parole du gouvernement, à l'issue d'un conseil de ministres, donne une version qui paraît, puisqu'il a même laissé planer un doute. Mais finalement, c'est ce conseil de ministres-là qui dit que M. Blaise Compaoré va arriver. Et au même moment, le conseil de ministres ivoirien annonce la même nouvelle. Donc vous comprenez que c'est en 72 heures que tout s'est joué. Mais les exemples que vous prenez, dans un État effectivement normal, où vous avez la séparation des pouvoirs, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tantôt, le cas du Burkina, sous le régime de M. Roch-Marc Christian Kaboré, c'était ça. Et l'un des obstacles, c'est parce que lui, il respectait la séparation des pouvoirs, et n'oubliez pas qu'avant d'aller aux élections de 2015, il a signé, comme les 13 autres candidats, le pacte relatif donc, à la justice. Donc, c'est un engagement à la limite sacerdotale que Roch-Marc Christian Kaboré a respecté dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Pour revenir à votre question, je vous ai dit tout à l'heure, le mandat a été émis le 4 décembre 2015. 4 décembre 2015 que le mandat d'arrêt international contre M. Blaise Compaoré et M. Kafando Tousma Yassine, ce mandat a été lancé. Il a pris la nationalité ivoirienne. Tout le monde sait pourquoi. Mais, si c'est par rapport à l'exécution du mandat, dès lors qu'il met les pieds au Burkina Faso, il doit être arrêté. C'est ce que dit la loi. Et d'ailleurs, si vous prenez le mandat, à la fin, puisqu'on parle de l'exécution d'une décision de justice, la justice est rendue au nom du peuple. Si vous prenez toutes les décisions, vous verrez qu'on dit au nom du peuple. Si vous méprisez le peuple, si vous le bâillonnez, si vous le contournez, parce que tout simplement vous avez d'autres types d'intérêts, eh bien, on va assister à ce que mon frère Barry a appelé la honte pour la seconde fois, puisqu'il s'attendait à un bain de foule. Finalement, il fait affréter un avion ivoirien, parce que peut-être il est ivoirien. Il descend où? Il descend où? À la base aérienne. À la base aérienne, c'est l'élément du monde. Ça ne fait pas rire. Quand on parle des questions, effectivement, qui concernent la survie de notre nation, ça ne fait pas rire. Et il se fait transporter par un hélico. Donc vous comprenez que toute cette gymnastique-là m'a amené à dire que c'était une tragicomédie. Parce que si les chefs d'État qui représentent des opinions devraient se retrouver et effectivement donner un message fort aux populations, ça doit être préparé et dans le respect du peuple qui justement aspire à cette réconciliation-là. Ce n'est pas la réconciliation entre individus,
Je dis c'est la réconciliation du peuple burkinabé avec lui-même. Voilà pourquoi en droit, c'est clair, un mandat d'arrêt doit être exécuté purement et simplement. M. Benouedé met le doigt sur quelque chose d'essentiel aussi, la façon dont ça s'est fait assez vite, pour certains de façon assez précipitée. Est-ce qu'on n'aurait pas pu y mettre une autre forme qui fasse que ce soit un peu plus acceptable? Parce qu'on n'aurait pas pu se donner un autre temps. Je vais revenir sur cette question, mais je vais faire 2 observations. Rapidement. Par rapport à la méthode ou la méthodologie, en matière de négociation, en matière de réconciliation, il faut commencer quelque part. Et l'initiative de Damiba, c'est d'avoir un consensus au niveau des 6 chefs d'État, anciens et en exercice, se donner une direction. Et vous savez bien que si au sommet, il y a l'entente, il y a la cohésion, la base suit aisément. Ça, c'est la première observation que je veux faire. Mon voisin de gauche parle de peuple. Mais aujourd'hui, le peuple est en danger, le peuple est en train de mourir. Mais si vous n'avez pas de peuple, quelle justice vous allez appliquer? Maintenant, par rapport au temps mis, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je me dis que ceux qui ont organisé, ce sont des gens qui réfléchissent et qui veulent avancer dans la restauration de la sécurité, de la paix, de la stabilité du Burkina Faso. Donc, cette réunion, comme je dis, est un succès. Ça deviendra un échec s'il y a rupture du processus qui est engagé. Mais même avec les absences et puis des semblants de désaveu. Maintenant, je vais vous expliquer. Zida n'est pas venu tout simplement parce qu'il a des contraintes de papier au Canada. Moi, je l'ai vu en novembre, pendant 4 heures, à Gatineau. On a échangé. Il a expliqué ce qu'il a comme frustration et il a expliqué ce qu'il pense que le pays doit être. Kafando Michel est malade. Oui ou non? Il reste qui? Bon, moi je sais pas. Il est malade. Ça nous a donné il reste qui? Il reste que Roch qui n'est pas allé. Et je dis encore une fois, Roch a raté une belle occasion de montrer qu'il peut être utile à son pays. C'est pas une affaire de personne avec Roch. Oui, Barry. Écoutez, mais vous n'êtes pas Roch. On va laisser après. Je ne vais pas terminer. J'ai dit, non, fini avec les deux. Je n'ai pas fini. On va organiser un peu de chercher. On ne va pas réagir comme ça. Je ne peux pas ne pas commenter sur Roch. Je pense qu'il a perdu sa main. Allons-y. Alors, moi, je suis inquiet. Je suis très inquiet pour le Burkina parce que, voyez-vous, on est face à des acteurs qui pensent à leurs intérêts. On est face à une classe politique, voire une certaine race de politiques qui ont dépassé leur avenir. Ils ont été là en 83-87. Ils ont défendu leurs intérêts, opposé Blaise Compaoré et Sankara. Ce qui devrait arriver arriva. Ils étaient là encore quand Roch Kaboré était au pouvoir. Ils l'ont opposé d'abord à Salif Diallo jusqu'à ce que ce dernier meure. Ensuite, ils ont continué comme ça à se positionner parce que c'est dans ça qu'ils gagnent. Et je dis bien, le lieutenant-colonel Damiba, je souhaite qu'il soit un héros pour son pays, pas pour des hommes politiques. Être un héros, c'est de pouvoir libérer le pays. Et aujourd'hui, je sais que les forces armées nationales peuvent le faire. Être un héros national, c'est de se mettre au-dessus de la classe politique. C'est d'être à équidistance des acteurs politiques où chacun a son agenda. Parce qu'aujourd'hui, venir applaudir ce qui s'est passé au Jeu du Monde comme une seconde humiliation de Blaise Compaoré me paraît assez absurde. Blaise Compaoré lui-même, sa priorité aujourd'hui, ce n'est pas une réconciliation. Sa priorité, c'est sa santé. Blaise Compaoré a été un homme d'État assez fort, assez respecté, assez respectable. On n'a pas venu aujourd'hui à montrer Blaise dans sa maladie, devant les gens, marchant à peine. Je dis, ceux qui ont fait ça l'ont humilié. Ils ne le méritent pas. Blaise Compaoré ne mérite pas d'être humilié. Je termine. Oui, mais rapidement, parce qu'on va se permettre un dernier tour. Et puis... on a réuni toutes les conditions nécessaires pour l'échec d'un processus de réconciliation nationale. Parce que son retour dans ces conditions n'a fait que
aggraver le fossé entre les Burkinabés. Ça, c'est une réalité, ce n'est pas une analyse politique. Or, on pouvait se passer de ça. On pouvait se passer de ça en respectant les lois de la République. Le Burkina repose-t-il sur des lois ou pas? Pourquoi violer les lois de la République pour faire plaisir à certains? J'ai du mal à le comprendre. Cette réconciliation, elle aurait pu réussir en respectant la bonne méthode. On organise le forum sur la réconciliation nationale, comme c'était prévu sous le président Kaboré. On décide s'il faut une loi d'amnistie, s'il faut des grâces, que les Burkinabés se parlent la vérité et la justice et se pardonnent et décident ensemble de construire leur pays. Mais ce qui est fait aujourd'hui, on a fait qu'opposer davantage les Burkinabés. C'est la réalité du terrain, personne ne peut le démentir. Ça allait être ma dernière question, parce qu'on a dit réconciliation. On dit, bon, quand on regarde la dynamique, certains disent qu'elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, il y a un impératif. Il faut que les Burkinabés se parlent. Il faut qu'on parvienne à ce que le président Damiba avait mis en ligne de mire, c'est la paix et le retour de cette cohésion-là. Il y a le ministre Boli qui a annoncé dans quelques semaines le fameux forum qui n'avait pas pu se tenir parce qu'il y a le pouvoir de quelqu'un qui a été écourté. Donc il y a cet espoir-là que tout le monde partage. Comment est-ce qu'on va y aller? Ça sera la dernière question et pour laquelle je vais permettre un tour de table. D'accord. Merci. Moi, j'ai l'impression que les gens, enfin, à entendre mon voisin, c'est comme si la réconciliation nationale était programmée pour le 8 octobre. Le 8 juillet passé. Non, c'est le début d'un processus. Et on ne peut pas parler d'échec, on ne peut pas parler de réussite. Ce qu'on peut noter seulement, c'est le communiqué final qui parle qu'un seul ancien chef d'État n'est pas rentré dans la dynamique et les raisons, on les connaît, et on peut épiloguer. Le processus va se poursuivre. Ce n'est pas seulement la date du 8 juillet qui était la seule date pour la réconciliation nationale. La preuve, c'est que vous avez rappelé tout à l'heure que le ministre Boli a prévu la tenue du forum sur la réconciliation nationale dans quelques semaines. Ça, ce n'est que le début. Et à ce forum, toutes les sensibilités seront conviées et chacun dira dedans ce qu'il conçoit comme élément important pour aller vers la réconciliation nationale pour le Burkina Faso. Pour moi, la venue de Blaise Compaoré a été une symbolique très importante. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous félicitons, nous du CDP en tout cas, nous félicitons le président Damiba pour avoir réussi à le faire. Et que certains soient choqués que le pouvoir ivoirien s'y soit impliqué, me consterne. Blaise Compaoré, quand même, c'est pas n'importe qui dans la sous-région. Même si nul n'est prophète chez soi, reconnaissons quand même que Blaise Compaoré a été quelque chose pour la sous-région. Et le pouvoir ivoirien qu'il a reçu lui accorde ce rang et s'est impliqué pour qu'il ait toutes les commodités nécessaires. C'est un avion présidentiel qu'il a amené, Maître Benewende. C'est un avion présidentiel qu'il a amené, ce n'est pas qu'il a affrété un avion. Je pense que vous avez répondu à la question que j'avais posée. Maître Benewende, vous allez aussi sur la même question, parce que vous dites ce n'est pas peut-être la bonne méthode, mais comment on parvient à cette paix, cette réconciliation? La bonne méthode, elle est simple. C'est le triptyque vérité, justice, réconciliation. Et je vous renvoie d'ailleurs au rapport du Collège des sages. Donc, nous avons tous les ingrédients s'il y a la volonté politique. Mais s'il y a la volonté de restaurer M. Blaise Compaoré et son régime avec les CDP historiques, ça relève d'une autre gymnastique. Mais je vais simplement dire que, de mon point de vue, la réconciliation, ce n'est pas l'affaire seulement du sommet. La réconciliation, c'est la paix des braves au sein des populations qui ont vraiment besoin de cette unité-là, de cette volonté de se réconcilier pour pouvoir faire bloc derrière les forces de défense et de sécurité qui meurent au front avec des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour y arriver, on n'a pas besoin d'une gymnastique politicienne pour pouvoir chercher à réhabiliter qui que ce soit. Je suis au regret de lui dire, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, le débat qui m'intéresse, est-ce que de cette façon-là, les populations sont plus divisées ou plus unies? Quelqu'un a dit, le constat, il est là, mais très désolant.
C'est ça qu'il faut réparer et aller de l'avant. D'accord, et comment donc? Moi, je n'applaudis pas qui que ce soit. J'applaudirai les peuples, notre peuple, quand à l'unisson nous allons dire enfin, eh bien, nous parlons tous, nous empruntons le même chemin vers une réconciliation véritable. Alors moi, je suis très heureux parce qu'autour de cette table, il y a quand même un consensus. Tout le monde ici reconnaît que le Burkina Faso a besoin de réconciliation nationale. Tout le monde reconnaît que la réconciliation nationale est une nécessité impérieuse, même un impératif catégorique. Et tout le monde reconnaît que cette réconciliation doit être sincère, inclusive et ouverte. Personne ne doit être laissé au bord de la route. Moi, je pense que ce qui ne facilite pas le travail, c'est tout simplement parce qu'il y a une fixation sur la personne de Blaise Compaoré. Chaque fois qu'on veut avancer, c'est des questions judiciaires. Mais si le problème du Burkina Faso était le seul Blaise Compaoré, ça fait 8 ans qu'il est parti. On aurait pu régler ça. Je dis encore une fois, gardons les pieds sur terre. Ne faisons pas de fixation sur qui que ce soit. Travaillons à rassembler tous les Burkinabés. Travaillons à avoir une nation unie pour affronter les difficultés. Et ces difficultés sont réelles. Aujourd'hui, c'est l'insécurité qui est notre problème fondamental. Malheureusement, on ne peut pas aller à la victoire contre l'insécurité en étant divisé. C'est pour ça qu'il faut réconcilier les gens, il faut les unir, les mettre dans la même direction. Et c'est le travail que Damiba a essayé de faire le 8 juillet. Saluons son effort, encourageons-le pour qu'il aille de l'avant. Et je dis encore une fois, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est la nation burkinabé. Tout le reste la suivra. D'accord, Abdoulaye pour terminer. Enfin, moi la difficulté, c'est cette vision qui consiste à penser qu'il y a une catégorie de Burkinabés qui sont contre le lieutenant-colonel Damiba, contre la transition, contre la réconciliation. Non. À l'unanimité, le souhait de tous les Burkinabés, c'est que le lieutenant-colonel Damiba rentre dans l'histoire en libérant le pays, qu'il soit pour le Burkina ce que De Gaulle a été pour la France. On est unanime là-dessus. Mais comme il y a certains qui pensent que, voilà, parce que la chose la plus facile, c'est d'applaudir. Applaudir, c'est la chose la plus facile parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Mais lorsque vous prenez des gens qui se disent, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on analyse, ça, c'est des gens qu'il faut respecter. M. Zungrana a dit que Blaise Compaoré a été quelque chose pour la sous-région. Oui. Au propre comme au figuré, il a été quelque chose pour la sous-région. Au propre comme au figuré. De la symbolique, il n'en est rien. C'est une symbolique catastrophique. Ce qu'il faut, à mon avis, je termine, ce qu'il faut, la réconciliation, c'est une excellente chose pour permettre aux Burkinabés enfin de se parler. Mais la réconciliation ne doit pas se faire à partir d'une méthodologie qui remette en cause les lois qui fondent la République. La réconciliation ne doit pas se faire de sorte qu'on puisse remuer le couteau dans la plaie des Burkinabés qui ont souffert le martyre. Ça, c'est pas un débat de journalistes. Il y a des centaines de Burkinabés qui ont souffert. Je suis obligé de vous rappeler que Oumarou Clément Ouedraogo, il a sauté là. Il y a des gens qui ont été tués dans ce pays-là. C'est un pays qui a vécu une violence politique. On ne peut pas dire comme si de rien n'était. La réconciliation est une bonne chose. Elle n'est pas à l'instant T une priorité pour les Burkinabés. Il faut engager l'ensemble des forces burkinabées, les forces de défense et de sécurité pour la libération du territoire national. Il faut les engager. Il faut voir avec la communauté internationale quel plan Marshall mettre en place pour que 2 millions d'âmes en errance retournent dans leur village. Ils ne pourront pas cultiver. Les terroristes les empêchent de cultiver. Ils vont mourir de faim. Voilà notre priorité. Il faut engager un plan de soutien à leur installation. La réconciliation, elle viendra après. Et je souhaite que le lieutenant-colonel Damiba se mette au-dessus de ces politiciens parce qu'ils vont le prendre en otage. Ils vont le tromper et après, ils vont passer de l'autre côté encore. Bon, on aura donc compris et le président Damiba lui-même l'a dit, la dynamique du 8 dernier, ça n'est qu'un début. On va pouvoir analyser donc cette suite-là. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, mais je vais... Non, il ne peut pas dire que les politiciens vont tromper Damiba. Je pense qu'il faut limiter... Non, voilà, peut-être ça, mais pas tous les politiciens. Bon, merci en tout cas, c'est trop gros ça, il ne faut pas dire ça. Merci. Merci.
Burkina. Voilà. Merci. Marie, je pense que vous allez continuer parce que nous, notre JDS, il se poursuit avec, pour nous, d'autres actualités parce que ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous pluriel et on aborde l'actualité dans sa forme aussi diverse que variée. Et c'est bien pour cela qu'on ferme la partie politique pour celle économie. D'accord. Dans cette partie donc économie, nous allons nous intéresser au rapport final du 5e renseignement général de la population et de l'habitation qui a été rendu public, il faut le rappeler, le vendredi 1er juillet dernier. Le Burkina Faso compte aujourd'hui 20 500 155 personnes depuis l'année 2019. Le rapport, il est riche en informations, il brise certaines certitudes empiriques et surprend parfois sur certains points. Quelques détails dans ce reportage signé Serge Kaboré. Avec une population de plus de 20 millions d'habitants, dont 51,7% de femmes et 48,3% d'hommes en 2019, le Burkina Faso connaît une démographie galopante. Le taux de croissance annuel de la population est estimé à 2,94% entre 2006 et 2019. C'est ce qui ressort du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso qui montre à souhait que le Burkina est constitué d'une population à majorité jeune. Les habitants âgés de moins de 35 ans représentent environ 17 millions de personnes, soit 78% de la population totale. La structure de la population par milieu de résidence révèle que plus de 5 300 000 habitants sont en milieu urbain, soit 26% de la population. La capitale Ouagadougou compte plus de 2 400 000 habitants, soit 45% de la population urbaine, tandis que dans la deuxième ville du pays, Bobo-Dioulasso, on dénombre 904 920 habitants, soit 16% de la population urbaine. Au total, plus de 15 100 000 habitants vivent en milieu rural, soit 73% de la population. À ce niveau, il faut souligner une augmentation progressive du taux d'urbanisation avec 6,4% en 1975, 22,7% en 2006 et 26% en 2019. La répartition en pourcentage de la population résidente selon la région renseigne que les musulmans représentent 63,8%, suivi des catholiques qui représentent 20,1%, des animistes avec 9%, des protestants avec 6,2%. Il y a également ceux qui n'ont pas de religion qui représentent 0,7% et les autres avec 0,2%. Au niveau de la langue parlée au Burkina Faso, on remarque en pourcentage que le moré vient en tête avec 53%, suivi du fulfulde avec 7,8%, les gourmatchés avec 6,8%, du dioula avec 5,7%, des bissa avec 3,3%, des gouroussi avec 3,2%, des boamou et dagara avec 2% chacune et bien d'autres. La répartition en pourcentage de la population étrangère résidant au Burkina Faso, selon la nationalité, donne un total de 37 921 étrangers, dont 25 716 résidents de nationalité burkinabé, soit 0,1% de la population qui ont une deuxième nationalité. La deuxième nationalité déclarée est ivoirienne pour la grande majorité à 49,2%. Le pourcentage de célibataires hommes plus femmes au Burkina Faso est de 38,3%. L'âge moyen au premier mariage pour les hommes est de 26 ans, tandis que celui des femmes est de 20 ans. Le pourcentage d'hommes polygames est de 22% dans l'ensemble du pays, 9% en milieu urbain et 26% en milieu rural. Il ressort également de ce rapport que le taux de natalité au plan national est de 3,9%. Il est de 3,5% en milieu urbain et 4% en milieu rural. Le taux de mortalité dans l'ensemble du pays, quant à lui, est de 9,9%. Ce 5e recensement général de la population et de l'habitation de Burkina Faso permet de répondre aux besoins de données pour la planification, le suivi et l'évaluation des actions de développement. Et pour aborder dans le détail ce qui nous a été présenté de façon succincte tout à l'heure par Serge Kaboré, nous avons sur ce plateau avec nous Laure Ariste, épouse Bayala. Elle est la directrice de la démographie, directrice technique du 5e RGPH dont on a parlé tout à l'heure. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. Merci pour cette invitation qui nous permet de mieux présenter nos travaux pour le dénombrement de la population que nous avons eu à faire en 2019. Alors, c'est
plaisir. Je suis toujours, parce qu'on va parler économie, c'est des statistiques, avec David Nana. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs. Beau travail qui a été présenté, c'était le vendredi 1er juillet. Première question, David. Absolument, un travail exhaustif avec un bel résumé qu'a pu nous proposer Serge Kaboré. Mais tout de suite, la première question, peut-être pour vous installer, c'est en 2019 qu'on fait le recensement et on attend 2 ans après pour présenter les résultats. Pourquoi à ce temps? Tout d'abord, merci. Donc, ce que je vais d'abord dire, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que l'INSD est l'organe officiel de publication des statistiques au Burkina Faso. Et dans ce cadre, donc, l'INSD est amené à faire le dénombrement de la population demandé par les autorités burkinabées. Et donc, en 2019, nous avons élaboré le 5e recensement dont les travaux avaient démarré un peu plus tôt, donc dans les années 2013 depuis. Nous avons commencé les travaux préparatoires. Donc des résultats, je viens à votre question, des résultats produits 2 ans après. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le recensement est une opération assez lourde et complexe qui mobilise pas mal de ressources, que ce soit des ressources financières et des ressources humaines. Donc, dans ce cadre-là, nous avons travaillé vraiment à exécuter toutes les activités et pour ce 5e recensement, nous sommes allés avec la téléphonie mobile pour collecter les données, ce qui allait nous permettre d'avoir des résultats un peu plus tôt. Mais malheureusement, pour certaines raisons, nous avons été confrontés à certaines difficultés. Comme on dit, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Nous avons dû instaurer des questionnaires papier lors du dénombrement et ça a pris un peu plus de temps dans l'exploitation de tous ces documents. Et nous avons aussi fait ce dénombrement en pleine pandémie de Covid, ce qui a ralenti toutes les activités de regroupement des agents qui devaient faire la saisie et le traitement de ces données. Donc, ce qui nous a quand même fait décaler le calendrier, nous avons pu produire les résultats préliminaires en fin 2020 et donc nous avons continué le traitement toujours pendant la pandémie Covid pour pouvoir publier les résultats définitifs. Donc en fin 2021, nous étions déjà prêts, mais il y a eu quelques dispositions qui ont un peu fait traîner la publication de ces résultats. C'est vrai que tout à l'heure, nous recevions le monde politique avec les acteurs et tout. On parlait de la question sécuritaire et la question de la réconciliation. C'est dans ce contexte-là que vous avez fait ce travail-là. Donc 2019, la question sécuritaire est plaignante. Dans quelles conditions vous avez travaillé? Et puis, est-ce que vous avez vraiment pu aller là où vous vouliez? Parce que ça devient compliqué aussi avec. Effectivement, merci. C'est une question vraiment qui nous a amené à effectuer ce recensement avec beaucoup de difficultés. Donc, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas réellement pu aller là où on voulait aller parce que le dénombrement, c'est quoi? C'est la photographie du territoire à un moment précis. Et à ce moment, on avait des zones qui étaient... Depuis 2018, on sentait qu'il y avait des zones où on ne pouvait pas accéder facilement. Donc, pour le dénombrement, nous avons dû élaborer une stratégie de sécurité qui nous a permis d'écarter certaines zones. Donc, on a fait un travail à l'amont pour, comme on dit, détecter et lister toutes ces zones où nous ne pouvons pas aller. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons effectivement travaillé dans certaines zones. Nous avons travaillé avec du personnel que nous avons recruté sur place, que nous avons formé dans la zone parce qu'ils sont originaires de la zone. C'est plus facile pour eux de travailler. Nous leur avons donné des consignes aussi pour comment se comporter dans ces zones sensibles. Donc, ce qu'il faut dire effectivement, lors de ce recensement, nous n'avons pas pu couvrir toutes les zones, mais vraiment, ce n'est que 5% du territoire qui n'a pas été couvert lors du recensement. Et pour cela, nous avons estimer les populations dans ces zones. Nous avons essayé d'estimer, comme tout bon statisticien le ferait, avec des méthodes bien précises. C'est vrai que ça ne compense pas, mais bon, au moins ça nous permet d'avoir une idée de l'effectif de la population. D'accord. Merci. C'est vrai, on évoque la question sécuritaire, ce qui vous empêche d'aller dans certains endroits. Mais même là où vous êtes parti, il ressort aussi, après la publication de vos résultats, on entend dire, même c'est vrai qu'ils ont recensé dans cette zone, mais moi, je n'ai pas été recensé, si bien que parfois, certains tentent à remettre à doute les résultats. Qu'est-ce que vous leur répondez à eux?
Pour ceux qui pensent que, en tout cas qui estiment qu'ils n'ont pas été recensés, effectivement, comme je l'ai dit, le recensement, c'est la photographie à un instant T. Et il y a une période qui est définie pour dénombrer la population. Et effectivement, durant cette période, nous découpons le territoire en petites zones et nous affectons des agents dans toutes ces zones. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que dans certaines zones, les gens passent toute la journée, au fait, pratiquement hors de leur maison. Ils quittent très tôt le matin et ils reviennent très tard la nuit. Et c'est pas facile pour des agents de faire ce guet. Et souvent, ce qu'on fait, on essaye de collecter l'information. Lorsque la période tire vers la fin, on essaye de collecter l'information avec soit les voisins. Okay. Et parfois aussi, ces gens qui disent qu'ils n'ont pas été recensés, parfois c'est souvent un membre de leur ménage qui a donné l'information pour eux et donc ils ne savent pas réellement que nous avons obtenu l'information. Sinon, c'est tout l'objectif aussi du recensement, c'est que lorsqu'on finit de dénombrer la population, nous avons des enquêtes que nous faisons. Nous avons l'enquête de couverture que nous faisons pour estimer le taux de couverture du recensement. Et quand il n'est pas bon, nous redressons la population à partir des méthodes statistiques. Donc, au recensement de 2019, nous avons un taux de couverture de 93,8% environ pour l'ensemble du territoire. Et c'est que dans les grandes villes où le taux de couverture n'était pas bon. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, fait l'enquête post-censitaire et nous avons redressé les effectifs de population à partir de certaines méthodes statistiques. Donc, pour arriver à un taux de, comme on dit, de couverture quand même acceptable et essayer de coopter tous ceux qui n'ont pas été dénombrés. D'accord. On va en venir aux résultats à proprement parler. C'est vrai qu'on l'abordait tout à l'heure avec Serge Kabouré en reportage. Mais justement, qu'est-ce qui change? Quelles sont les grandes tendances et qu'est-ce qui change relativement au dernier RGPH qu'on avait? Donc, par rapport aux résultats, en fait, ce qu'il faut retenir, les grandes tendances, c'est que, comme je l'ai dit, au niveau de la fécondité, je prendrai la fécondité a réellement, comme on dit, et au niveau de la fécondité, nous avons eu comme on dit, la fécondité a légèrement augmenté. Augmenté, ah ok. Donc, quand on regarde un peu la structure de la population du Burkina Faso, on voit que la base est très élargie. Donc, on a une fécondité très élevée au bas âge et on a une mortalité diminuée. Donc, aux âges élevés, on a très peu de personnes âgées. Ce n'est pas comme la structure par âge de certains pays européens et tout. Les pays africains ont une dynamique, ont une structure assez bien précise. Donc, par rapport on suit à peu près la même tendance parce que la mortalité, comme je l'ai dit, a diminué et nous avons eu un gain en espérance de vie. Donc l'espérance de vie est passée par exemple de 56 et quelques ans en 2006 à 61,9 ans en 2019. C'est des gains vraiment considérables. Ça prouve quand même qu'il y a pas mal qui sont faits et pas mal d'actions qui sont menées par le gouvernement qui a permis d'avoir ce recul et qui a permis d'avoir ce gain en espérance de vie. Donc l'autre grande tendance que nous avons eue à ce recensement, c'est par exemple l'utilisation de la téléphonie mobile. On a remarqué qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui possèdent au moins un téléphone fonctionnel. Ça, depuis le dernier recensement, c'est vraiment une nouvelle donne qui a été collectée. Et aussi, il y a l'utilisation des types d'aisance. En 2006, c'était plus la nature et la brousse que les Burkinabés utilisaient pour leur type d'aisance. On avait près de 60% de la population. Et là, c'est l'inverse. On voit que maintenant, dans les différents logements, il y a des latrines simples qui existent. Et il y a près de 58% de la population qui les utilise comme type d'aisance. Donc, c'est vraiment... Ce que je peux dire, c'est que la population a réellement augmenté. Et cette augmentation de la population est un peu problématique parce qu'elle augmente, mais c'est sur le territoire n'augmente pas. Donc, il faut déjà réfléchir à comment repartir cette population parce que nous avons des zones qui sont très densément peuplées et des zones qui sont vraiment
déserte. Et dans ce sens, il faut vraiment qu'il y ait plein de mesures qui accompagnent cette augmentation de la population, comme les mesures sanitaires, tout ce qui est école et tout pour les enfants, parce que qui dit augmentation dit des nouvelles naissances et il faut instruire tous ces gens, il faut s'occuper des questions sanitaires et tout. Donc c'est vraiment... D'accord. Donc de façon générale, il faut prévoir. Et justement, quand on dit que gouverner, c'est prévoir, et le plus souvent on prévoit avec les statistiques, avec les résultats que vous proposez. Avec ces résultats justement que vous avez proposés, on connaît la situation actuelle de nos pays. Pensez-vous que ces résultats-là peuvent influer sur les priorités de notre gouvernement actuel? Bien sûr, ces résultats doivent influer sur les priorités du gouvernement parce que là, au moins, ils ont une idée de l'effectif de la population, de comment elle est repartie. Donc, nous, notre mission, en fait, au niveau de l'INSD, c'est de produire ces indicateurs-là et d'attirer l'attention de nos autorités. Et il y a d'autres structures qui sont habilitées à élaborer des programmes et différentes stratégies, des politiques qui utilisent ces données pour pouvoir vraiment répondre à ces priorités du gouvernement. Sinon, pour l'instant, nous, ce que l'on fait en tout cas, c'est on a attiré l'attention des autorités sur la situation et sur l'état de la population. Et à partir de ces résultats, le gouvernement doit pouvoir mettre en place d'autres stratégies pour répondre à ces priorités du moment. Bon, ma question sera maintenant beaucoup plus pédagogique, parce que ceux qui nous regardent sont de tous ordres. Et certains se disent, mais bon, ils nous donnent ces chiffres-là, mais de façon générale, ça va servir. C'est quoi l'intérêt? C'est tout ce que je viens de dire. L'intérêt de ces chiffres, vraiment, c'est de pouvoir, comme on dit, prévoir à l'avenir, parce qu'on a des effectifs de population par région. Et je prends l'exemple terre à terre, par exemple, dans une zone, on peut avoir 100 personnes. Sur les 100 personnes, il y a peut-être plus de personnes âgées que d'enfants. Donc, là, dans ces genres de zones, il faut pouvoir mettre à la disposition des personnes âgées les infrastructures dont elles ont besoin. S'il y a plus d'enfants, il faut pouvoir construire des écoles, mettre en place les centres de santé et vraiment développer certaines infrastructures en fonction du type de population qui y vit dans la zone. Donc, c'est tout là l'objectif. Et comme je l'ai dit aussi, nous avons beaucoup d'utilisateurs de ces données, donc que ce soit les partenaires techniques et financiers qui les utilisent pour leurs différentes stratégies, que ce soit le citoyen lambda. Comme on le dit, nous avons plein d'étudiants qui utilisent ces données pour leur mémoire, pour leur thèse. Et nous avons au fait beaucoup de produits du recensement. Nous avons une base de sondage qui est utilisée par un peu pratiquement tous ceux qui font de la recherche, tous ceux qui collectent des données. Ils utilisent cette base de sondage pour tirer leur échantillon, pour faire leur enquête. Donc vraiment, ce travail-là, c'est une mine, une mine d'or qui peut permettre vraiment à l'État d'entreprendre certaines actions pour les populations et puis pour développer au mieux le pays. Une dernière question. Ça pourra sans doute servir au secteur privé aussi dans ses activités mercantiles. Maintenant, une mine d'or comme celle-là, ça coûtait combien aux contribuables burkinabés? Je pourrais dire qu'en gros, le recensement de 2019 a coûté à peu près 18 milliards aux contribuables burkinabés et dont l'État a financé à près de 56% le recensement, et les partenaires techniques nous ont accompagnés avec près de 44% du montant du recensement. Donc c'est vraiment, comme on dit, je pense que là, il faut vraiment jeter le chapeau à l'État parce que je trouve qu'ils ont fait beaucoup. Parce que nous, on reçoit dans les INS, on reçoit souvent certains INS qui viennent au niveau de l'Institut national de la statistique et de la démographie pour partager, pour s'enquérir de comment on a mené notre recensement. Et parmi eux, il y a certains pays qui se plaignent parce ils veulent lancer leur recensement, mais ils n'ont pas encore bouclé le financement. Et ils n'ont pas bouclé le financement parce que l'État
ne donne pas la part nécessaire. Et souvent, quand l'État ne donne pas la part nécessaire, les partenaires aussi hésitent à s'engager dans les dépenses du pays. Parce que, comme on dit, chaque État est souverain. C'est l'État qui décide de dénombrer sa population. Donc, et si l'État décide de le faire, il faut que l'État mette les moyens nécessaires. Et dans le cas du Burkina, j'avoue que l'État a mis les moyens nécessaires depuis les années en pleine crise. Donc, c'est quand même un plus pour le pays. Une fois à saluer. En tout cas, merci bien, Laure Ariste Bayala. Je rappelle que vous êtes directrice de la démographie, directrice technique du 5e RGPH, entendez, recensement général de la population et de l'habitation. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, merci. Merci aussi à vous, David Nana, c'est pour toujours partager ce moment-là avec nous, la partie économie. Et puis, vous savez, habituellement, qu'est-ce qui succède? On passe au sport. Merci, c'est un peu ce carton. Nous l'annoncions en titre et dans cette partie sport, on va s'intéresser aux étalons dames qui ont fait match nul 2-2. C'était vendredi 8 juillet face au Gru Royal de l'Ouganda. Ce match comptant pour la 3e journée des phases de poule était capital pour les Burkinabés pour poursuivre évidemment la compétition. Et il faut dire qu'avec 0 points, moins 2, à l'issue des 2 premiers matchs, les filles de Pascal Savadogo devaient donc avoir cette victoire-là pour espérer continuer. Menées d'abord 2 fois donc au score, elles ont tout de même trouvé le moyen de pouvoir revenir, mais pour cette première participation, les étalons dames étaient logés, il faut le dire, dans le groupe A en compagnie du Maroc, du Sénégal et de l'Ouganda, et donc elles terminent 3e du groupe avec 1 point, moins 2 comme goal average, devant l'Ouganda qui comptabilise lui 1 point avec moins 4. Je vous propose d'écouter le coach Pascal Savadogo qui dit tirer les leçons évidemment et faire confiance et accompagner le football féminin. C'est l'appel d'ailleurs qu'il lance. Je vous propose de l'écouter. On était venu pour montrer d'abord au Burkinabé que pour peu qu'on accorde un peu de crédit au football féminin, on peut faire de bonnes choses. Et je pense que si cet objectif, je pense qu'il est atteint. Les gens nous ont vu jouer 3 fois à la télé. Peut-être qu'on est en train de faire des petits regrets. Si on s'était peut-être mis un peu de volonté, peut-être qu'on allait avoir autre résultat. Deuxièmement, on voulait aussi que les parents puissent libérer les filles, venir au foot. Et troisièmement, que certaines filles n'ont qu'à avoir des contrats avec d'autres clubs. Parce que si c'est professionnel, le niveau là va monter. Et quand on va les convoquer rapidement, on peut aussi gagner. Vous voyez les autres équipes là, on va dire qu'Inter joue ici, Inter joue ici. Alors que nous, pratiquement tout est local. Donc et ça c'est bon. Et troisièmement, on voulait aussi aller en quart de finale, espérer à la Coupe du Monde. Mais il y a eu des faits de jeu, des décisions arbitraires. Pour moi, ça nous a beaucoup pénalisé. Mais bon, ce sont les lois du jeu. Je pense qu'arbitre comme joueur, chacun a donné ce qu'il pensait être juste. Nous sommes d'ailleurs rejoints par Claude Romba depuis le Maroc. Bonsoir Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir Claude Romba. Allô? Oui, allô, bonsoir Claude. Oh, bonsoir Geoffroy. On a vu tout à l'heure cet élément-là, celui de Pascal Savadogo, que vous nous avez permis donc d'avoir en termes de réaction. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette première participation des femmes à cette compétition CAN 2022 pour ce qui est du football féminin? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour nos dames? Au regard de la préparation que les filles ont courue, au regard aussi de la participation historique du Burkina Faso à cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la première fois que le Burkina participe à ce niveau de la compétition, en tout cas pour les dames. Je pense qu'on ne peut qu'être satisfait vu en tout cas l'engagement des filles, vu en tout cas la prestation des filles de Pascal Savadogo. On peut dire que le Burkina a eu une participation honorable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de regrets quand même parce qu'il y avait la place pour le Burkina Faso de passer en tout cas ce premier cap. Mais quand cela ne tienne aussi, il faut dire que ça a été une vitrine pour le football burkinabé. Personne, je pense que quand vous demandez au commun des Burkinabés, personne ne pariait sur l'équipe du Burkina. On avait même peur d'aller prendre beaucoup de buts, mais là, on a vu l'abnégation, surtout le mental de cette fille-là. Le 3e match en dit long, c'est l'image en tout cas que le Burkina Faso a donné ici. Je pense que quand vous passez dans les rues,
vu de Rabat, tout le monde vous félicite parce qu'on a vu l'engagement, on a vu la combativité, on a vu en tout cas la force mentale de cette équipe du Burkina. C'est au caractère que ces filles sont allées chercher avec à la clé 2 trophées de meilleure joueuse du match, c'est-à-dire que sur 2 matchs, elles ont eu des trophées de meilleure joueuse, sur 3 joueurs, ça veut tout dire, ça veut dire en tout cas que la participation est plus qu'honorable. C'est vrai que tout à l'heure, Pascal Savadogo, il parlait du fait de jeu, il critiquait un peu à demi-mot l'arbitrage. Est-ce que vous le suivez sur cette analyse-là? On peut dire que l'arbitrage ici est un peu décrié, il faut le dire. C'est parce que le Burkina Faso, mais c'est à l'image de cette compétition, l'arbitrage du football féminin est en construction, il faut le dire. C'est avec des hauts et des bas. L'arbitrage n'est pas à la hauteur de la compétition. On a vu la technologie qui vient, la VAR qui vient. On peut se demander pourquoi prendre autant de temps par rapport donc, au pénalty qui a été sifflé face au Sénégal contre le Burkina Faso. Si la VAR vous appelle, c'est juste pour vous dire soit la pénalty, oui, il n'y a pas. Après votre appréciation, on a vu partir, revenir, regarder. Alors que ceux qui sont ou celles qui sont du côté donc, de la cabine de la VAR ont toutes les possibilités de regarder sur tous les angles pour pouvoir apprécier. Mais cela, on l'a vu, la joueuse de Burkinabé est intervenue de façon régulière sur la Sénégalaise. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est aussi ça l'apprentissage. Je pense que c'est dans la douleur qu'on apprend. Donc l'arbitrage du football africain aussi n'échappe pas à cela. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on construit avec des erreurs, avec des approximations qu'on essaie de régler, on essaie de parfaire. Mais bon, je pense que le Burkina a montré qu'elle est une équipe sympathique, une équipe qui a de la valeur. C'est vrai qu'on est tombé dans une poule quand même pas facile. Un pays organisateur Maroc, on est avec le Sénégal, on est avec l'Ouganda. Elles n'ont à rougir de rien. Mais quel est leur état d'esprit aujourd'hui, ces femmes-là? Je vous dis que l'état d'esprit est bon. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de regrets du côté des filles. Je vous prends un exemple, Mariam Ouattara, qui est donc la gardienne de cette équipe des Italiens, elle a joué, elle était sous perfusion à la veille du match, même le jour du match, elle était sous perfusion parce qu'elle souffrait d'un palud, mais elle a tenu à vouloir rester dans les pêches parce qu'elle voulait montrer de quoi elle est capable. Je pense que ça montre un peu l'état d'esprit que ces filles-là avaient par rapport donc, à cette rencontre. Donc c'est vrai que les Italiens sortent dans cette compétition, mais je pense qu'on peut retenir une participation honorable de cette équipe. Et en même temps aussi, c'est un signal fort pour les autorités burkinabées par rapport donc, à ce qu'on doit réserver au football féminin. Il y a du talent, il y a de la qualité. Les filles se rejouent au football pour qu'on puisse leur donner la considération nécessaire. Pour que également, vous avez vu aussi la question des primes de match et tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas discuté des primes de match. C'est vrai qu'on parle donc, c'est vrai qu'on parle, la prime d'aspect ici à 500 000 francs pour les victoires, 250 000 francs pour le match nul et 0 francs pour la défaite. On les voit sortir avec un point, certes, mais un point honorable. Et elles ont même touché leur prime de match de 250 000 francs. C'est vrai que pour certaines personnes, ce n'est pas pareil avec les femmes. Moi, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer la qualité de ces filles-là. Et même comme Pascal l'a dit, aujourd'hui, c'est une vitrine pour ces filles de se montrer sur l'échiquier continental, sur l'échiquier international. Il y a des contacts qui ont été pris par rapport à certaines filles, par rapport à Rasmata Savadogo, par rapport à donc celle qui a été élue meilleure joueuse lors du dernier match. Donc voilà, par rapport à Adel Cabré, par rapport donc à Mariam Ouattara, voilà, ça veut dire que ces filles ont eu des contacts. Oui, on espère que ça va peut-être aboutir donc à une carrière professionnelle. Justement, Pascal Savadogo parlait de 4 bons contacts qui pourraient déboucher sur de bons contrats. Vous confirmez, Oui, tout à fait. Il y a eu des contacts qui étaient déjà établis par rapport donc, à ces filles, avec Palkissa Savadogo, c'est ce nom que je cherchais, avec toutes ces filles. Le contact a été établi, mais maintenant, quand Pascal Savadogo a dit, il faut faire très attention. Nous sommes dans un milieu maintenant de business, d'arnaque également aussi, parce que le football féminin est en construction. Mais, quoi qu'on dise, il y a aussi le chemin professionnel qu'il faut aborder. Mais je pense qu'en termes de formation, il faut féliciter le Burkina Faso, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans la formation. Maintenant, il ne faut pas laisser tout cela se pervertir à cause de l'argent. Il faut donc faire confiance aux acteurs de premier plan, aux acteurs de premières heures de cette canne du football féminin. Sinon, on va se retrouver parce qu'aujourd'hui, c'est comme du miel. C'est en train donc d'attirer. Le football est en train d'attirer
beaucoup de mouches en train d'attirer, beaucoup d'investisseurs en train d'attirer beaucoup de gens. On a vu des gens qui ont dit désormais je vais pour pouvoir donc créer une équipe de football. Attention, parce que c'est un couteau à double tranchant. Il va falloir donc à la fédération de baliser dès à présent, évidemment, le contour de ce football féminin-là pour l'emmener véritablement vers la professionnalisation. On va rappeler donc que le Burkina Faso remporte la valeur de 90 millions de francs CFA puisque les talents sortent donc du premier tour avec 90 millions de francs CFA qui vont être versés dans les cagnottes de la Fédération burkinabé de football. Merci Claude Romba. Merci à vous, je crois. C'était un plaisir. Claude Romba, donc, on avait depuis le Maroc et qui nous rejoindra sûrement donc d'ici là et avec qui on va encore avoir à analyser tout ce qui est actualité sportive, toujours dans ce JDS, journal du dimanche au soir. Lequel JDS pour aujourd'hui va s'achever ici et maintenant. Ça a été un plaisir pour moi, un véritable plaisir d'être en votre compagnie depuis 19h30 et d'ici dimanche prochain, portons-nous bien. Au revoir.